Chers amis, je dois vous dire que Anne Sinclair et moi sommes intimidés. Non pas qu'on n'ait pas l'habitude d'être l'un et l'autre devant un micro, mais on a peu l'habitude, c'est la deuxième fois, d'y être ensemble, alors que ce n'est pas un secret. Donc nous sommes amis dans la vie. Et par ailleurs, lorsque ça a été le cas, c'était plutôt Anne Sinclair qui m'interviewait. Et donc là, je suis assez content parce qu'on va pouvoir changer de rôle. Et on le fait à l'occasion de la sortie de cette chronique d'une France blessée qu'Anne a publiée il y a maintenant quelques semaines. Qui va se démoder très vite, donc il faut en parler avant le premier tour. Qui est une chronique, c'est-à-dire que au fil des événements ont été relatés des analyses, des impressions, des rencontres. Pendant 18 mois, entre le mois de juillet 2015 et la fin du mois de janvier 2017, donc la fin de la primaire, à ce moment où on a eu l'impression que l'offre électorale était enfin fixée dans cette campagne présidentielle. Et ce qui est très frappant à la lecture de cette chronique, et je crois très, très appréciable, c'est d'abord la sincérité que Anne y a mis, y compris en acceptant de ne pas réécrire après coup ou corriger après coup ce qu'elle avait noté dans l'instant, y compris donc avec des erreurs, et comme ce sont des erreurs que je pense beaucoup d'entre nous avons pu commettre sur le moment, c'est précieux de le lire comme ça. Donc la sincérité et puis de la liberté. C'est pas une chronique à plat, c'est le regard d'Anne Sinclair avec son style, des formules, de belles formules. Il pleut sur François Hollande comme il pleut sur la ville. On est au mois de janvier 2016. D'autres, il n'y a plus de limite physique à la circonférence des melons, parlant d'une certaine hypertrophie de l'ego d'Arnaud Montebourg à un certain moment. Donc des coups de cœur, des coups de griffe, avec deux cibles privilégiées au fil des pages, Donald Trump et Nicolas Sarkozy, je crois. Et puis quand même, quelle année, ou quel 18 mois, parce que c'est ça qui est saisissant à la lecture de cette chronique, c'est l'ampleur des événements qui se sont succédés. La litanie des attentats qui viennent les uns après les autres de Nice à Munich en passant par Berlin, Bruxelles et bien d'autres. La disparition de grandes figures, Michel Rocard, Shimon Peres, Fidel Castro et d'autres. L'emprise de la question identitaire, des débats sur les réfugiés jusqu'à la déchéance, le Burkini, ces tournants historiques que constituent le Brexit et l'élection de Donald Trump, et puis évidemment ce fil rouge qui est la campagne ou la pré-campagne présidentielle, avec, au moment où s'arrête la fin de la chronique, la non-candidature ou battu aux primaires, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande, Manuel Valls. Donc, il y a tout ça. Et ce que je vous propose, on va échanger à la fois Anne et moi, mais avec vous aussi, c'est toujours le principe de nos rencontres, c'est de consacrer une partie de notre soirée à ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire ces 18 mois jusqu'à la fin du mois de janvier, mais aussi, on va quand même pas, on va profiter de la présence d'Anne pour aborder la période d'après, c'est-à-dire la période qui va du début du mois de février jusqu'à aujourd'hui. Sur cette première partie, avant de venir vraiment sur le cœur du livre, je voudrais poser une petite colle à Anne Sinclair pour commencer. Il y a 3 événements dans le livre dont tu dis qu'ils sont des premières, des choses qui ne t'étaient jamais arrivées. Est-ce que tu vois les 3 ou pas ? J'en vois une assez clairement.
D'abord, je voudrais dire quelques mots. Vas-y. Je voudrais dire que, en effet, c'est d'habitude moi qui t'interroge. Enfin, d'habitude, c'est pas arrivé si souvent, mais quand même. Donc, c'est pour ça que je suis très intimidée aussi. Et surtout parce que ici, à la Fondation Georges Jaurès, c'est quand même des esprits particulièrement férus de la chose politique et de sciences politiques. Et que moi, je vais parler d'un livre de journalistes, de chroniques, où j'essaye de prendre un peu de hauteur, mais quand même, qui ne sont pas au niveau de l'analyse politique qui est souvent faite dans cette maison. Et donc, disons que ça m'impressionne particulièrement. Alors, les 3 choses que j'avais jamais faites avant, j'en vois une, qui était d'interroger Marine Le Pen. Alors, c'est pas mal, parce qu'il y en a encore 3 autres. Alors, c'est ton compte qui n'est pas bon. La deuxième, qui sous-tend le livre, mais qui n'est pas un fait, qui est que m'exprime, comme tu l'as dit, avec une totale liberté, peut-être pour la première fois de ma vie, parce que ma carrière est, disons, plus derrière moi que devant. Et donc, à un certain moment, on peut se livrer et dire vraiment ce qu'on pense des uns et des autres, ce qui ne m'arrivait pas quand j'étais en charge d'une émission ou d'un programme particulier, voire même d'un journal, puisque j'ai démissionné de mes fonctions de directrice éditoriale du Huffington Post que j'ai créé pour justement avoir cette liberté, ne pas les entraîner. Donc tout ça, je suis en train de parler pour essayer de m'imaginer quelles sont les autres choses que je n'avais pas vues, pas faites. Et ben j'en sais rien. Alors, c'est bien. Alors, la première, c'est cette émission sur France 3 où ce que tu dis être ta passion de toujours, qui est la musique. Première émission consacrée à la musique. C'est vrai, on ne m'avait jamais demandé et j'ai eu un plaisir fou à faire une émission de musique classique et d'opéra. J'aime ça depuis toujours et personne ne m'avait jamais demandé ça, donc voilà. Et ça a formidablement bien marché. La deuxième, l'exposition à Liège, issue de 21 rue La Boétie, qui était ton précédent livre. Pour ceux qui ne sont pas allés à Liège voir l'exposition, elle est aujourd'hui au musée Mayol. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à y aller parce qu'elle est absolument formidable. Et la troisième, quand même, que tu as oubliée, qui n'est pas rien, c'est qu'on t'a proposé d'entrer au gouvernement. Ah oui. Ah bah oui. Oui, mais ça, c'était en dehors de l'écriture du livre. Je pensais que c'est... voilà, oui, je le note là-dedans. On m'a proposé d'entrer au gouvernement. J'ai trouvé ça très flatteur qu'on me le propose, de la part de François Hollande et de Manuel Valls. C'est tout à fait légitime que je refuse. Voilà, donc à défaut d'avoir une ministre ou une ancienne ministre, donc nous avons toujours la journaliste et on est très heureux. Alors je voudrais revenir sur 2 des personnages centraux qui sont dans le livre et qui ne sont plus au cœur de la campagne, qui évidemment jalonnent cette chronique. Le premier, c'est François Hollande. Comme beaucoup, tu dis à plusieurs reprises, en mars, je pense qu'il se présentera. Au colloque... Tu peux d'ailleurs noter dans le livre tout ce que j'ai dit qui est faux. Parce que ça, je dois dire qu'il y a un maximum de prédictions. Alors, les journalistes ne sont pas des Madame Soleil et ne sont pas des astrologues, mais même les analystes politiques les plus fins de ce pays, je crois, se sont trompés d'un bout à l'autre. Mais alors moi, j'ai cumulé. Alors, je l'avais dit avec plus de gentillesse en disant que tu avais eu la sincérité de garder, y compris parce qu'il y avait des erreurs, mais il y a beaucoup de choses qui, en revanche, ne le sont pas. Donc, tu dis, je pense qu'il se présentera. Sortant du colloque que nous avions organisé le 3 mai, François Hollande est candidat. En septembre, le deuxième colloque de la Fondation... il est candidat. C'est le discours d'un candidat, sans doute le meilleur d'un quinquennat. C'est vrai. Et en même temps, tout le temps, il y a un doute. Parce que tu avances aussi les raisons pour lesquelles il pourrait ne pas l'être jusqu'à ce 1er décembre et ce discours... poignant, la référence à Jacques Delors. Bon. Dans cet intervalle, tu le vois 2 fois ? Je le vois une fois en entretien et comme ça, à l'occasion, en effet, de colloques ou de décorations plus officielles et donc de bavardages plus superficiels. Et alors, quelle impression tu en as? C'est très compliqué, c'est un mystère, François Hollande. C'est un homme de qualité, c'est un homme qui est très loin d'être médiocre, c'est un homme très intelligent, c'est un homme qui est honnête,
ce qui n'est pas toujours répandu dans la classe politique, qu'on sache. C'est un homme qui a une vision, et ça me frappe d'ailleurs, y compris dans l'interview qu'il donne cette semaine à Franz-Olivier Gisbert dans Le Point, qui a une vision extrêmement lucide de ce qui se passe dans la société, et en même temps un total déni de son rôle à lui dans cette société. C'est-à-dire, à la fois, quand on lui parle, il était extrêmement pertinent sur les embarras, les difficultés, les pièges de la société politique actuelle et de la société tout court, mais en même temps avec un déni absolu de ses responsabilités à lui, en se mettant un peu hors champ, comme s'il observait une décomposition de la vie politique qui ne le concernait pas. Or, il a été l'artisan aussi, et c'est aussi un livre de déception, de chagrin. C'est un livre où je dis que ce quinquennat qui avait tout pour réussir, après celui catastrophique de Sarkozy, au fond, il avait tout dans la main, et néanmoins, c'est un gâchis où aujourd'hui on se retrouve sans doute, en tout cas c'est la seule chose qu'on puisse à peu près évaluer, mais avec Marine Le Pen au second tour. Donc c'est pour moi le plus grand échec de ce quinquennat, avec des erreurs qui m'ont semblé à moi dans ces 18 mois très difficilement acceptables, qui sont la première, la déchéance de nationalité, et ça je dois dire que ce n'est pas passé. Et la deuxième qui est une loi travail un peu bâclée, pas vendue. Et au fond, c'est à l'image du personnage, c'est qu'il a été en permanence dans l'incapacité de vendre, d'expliquer, d'entraîner, de donner sa vision, de faire de la pédagogie de l'action. Et la seule pédagogie de l'action qu'il ait faite, c'est à travers un livre qui, à mon avis, était l'ultime erreur, qui est ce livre avec Davé et l'homme, où il s'est regardé en train de gouverner, mais non pas pour en expliquer pourquoi il voulait entraîner la France et les citoyens, mais comment, lui, s'était vu dans le rôle de gouvernement. C'est un livre très intéressant, d'ailleurs, où les journalistes ont été plutôt honnêtes et plutôt loyaux. D'ailleurs, il ne cesse de dire non, finalement, c'est pas si mal ce qu'il a fait. D'ailleurs, son bilan, je suis d'accord, sera réévalué. Son bilan, je pense, qui est aujourd'hui condamné en bloc, on saura faire le tri. Mais l'erreur d'aller parler sans filtre, sans relecture, à des journalistes d'investigation dont chacun sait bien un peu ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils font, en plus en mettant le haut-parleur pour faire entendre ces conversations avec les grands de ce monde, à mon avis, a été une dérive à la fois narcissique, une défense pour finalement montrer qu'il était à la hauteur de la situation. Et c'est ça le mystère, c'est que cet homme qui est si intelligent, fin, très, très, très vif sur les sujets et les sentant très bien, n'a pas senti ça. Voilà. Et pour moi, c'est un des mystères principaux. Tu ne le vois pas entre la publication du livre et la décision du 1er décembre, mais est-ce que ton sentiment est que le tournant par rapport à la décision de non-candidature, c'est le livre, oui, ou que c'est quelque chose qui préexistait avant? Je pense, je le vois au mois de, je crois, début octobre. Non, oui, 3 octobre, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, tu me diras, comme je me suis trompée depuis le début, je pouvais aussi me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y va. Et j'ai l'impression qu'il sait qu'il va y aller, tout en disant qu'il ne sait pas, mais ça c'est normal. En revanche, je pense que le livre lui a fait comprendre à la fois le désamour de beaucoup de socialistes, le fait que tout le monde s'est trouvé décontenancé et personne ne pouvait expliquer sa démarche. Et je pense que ça, oui, ça a été majeur, s'ajoutant à toute une série de déconvenus et d'un quinquennat qui finalement était mal compris, mal perçu et mal ressenti. Alors, si on passe d'un président à l'autre, déception, tu dis, pour François Hollande, pour Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu beaucoup de déceptions, tu n'avais pas énormément investi. Non, c'est clair. Alors, je
n'égrène pas les jugements rudes sur lui. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand il est candidat, quand il rentre vraiment dans la campagne de la primaire à la fin de l'été 2016, tu es impressionné. Il est diablement fort. France 2, excellent. Et est-ce qu'il y a un moment où, tu le vois d'ailleurs au mois d'octobre, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu l'impression, parce que pour le coup tu ne l'écris pas, qu'il pouvait retourner la situation et l'emporter ? Oui, d'abord parce que j'ai toujours pensé que quand il y a plusieurs crocodiles dans un marigot, le plus méchant croque les autres. Or, il n'y a pas de doute qu'il était beaucoup plus méchant qu'Alain Juppé, qui était largement favori. Ensuite, je pense qu'il a exploité avec intelligence le soutien de Bayrou, qui, il faut l'espérer, ne nuira pas autant à Emmanuel Macron qu'il a nuit à Juppé, pardon. Et enfin, je pense qu'il est extrêmement habile à présenter des arguments en se fichant de près ou de loin qu'ils aient un semblant de vérité. Et donc, la manipulation de l'opinion publique et surtout des concepts les plus populistes et identitaires, et notamment, je pense, après Nice, la façon dont Juppé était, je crois, en Polynésie, que Fillon n'en parlait pas du tout, et que Sarkozy se pointe avec Estrosi et Ciotti pour expliquer partout comment lui, président, aurait évité ça, alors qu'il n'a pas évité Mohamed Merah, et que le tribunal administratif reconnaissait à ce moment-là même que l'État avait été défaillant dans la conduite de la surveillance de Merah avant les attentats. Donc un minimum de pudeur, mais il sait que l'opinion est oublieuse, il sait que les événements passent et qu'on n'en garde rien en mémoire, et il sait que la force le fait d'asséner une vérité est plus fort que d'argumenter avec raison. Donc oui, ça m'a fait douter. En effet, j'ai pensé qu'il était, face notamment à Alain Juppé, dont je pense qu'il est un homme d'État, dont je ne partage pas les idées, mais qui est un homme qui a le sens de l'État, qui est un homme qui a pris sur lui une condamnation qui ne lui était pas destinée et qui par ailleurs a le sens de l'intérêt public et de l'intérêt général. Et ben je pense que j'ai craint que Sarkozy ne finisse par imposer son retour, d'autant plus que lui-même y a cru. Quand je le vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pris en octobre. Hein. En octobre. Oui, donc à quelques semaines, à un mois de la primaire, il m'assène les chiffres d'audience, les chiffres de diffusion de son livre et de vente de son livre comme autant de preuves de l'amour qu'il déclenchait auprès des gens. Alors, sans une seconde se dire qu'on peut déclencher de la curiosité sans du tout déclencher d'un enthousiasme et un attachement. À un moment donné, je dis, Valérie Trierweiler aussi a déclenché beaucoup de curiosité. Personne n'a jamais pensé les lire comme présidente de la République. Donc, pas une seconde, il n'a cette distance et lui-même se voit tellement dans l'action et adulé par les foules, puisqu'il me quitte en me disant « J'espère que votre livre aura autant de succès que le mien », ce qui est une élégance rare. Entre autres. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles il faut l'acheter. Oui, ça, vous ne le découvrez pas quand même. Alors, après les deux présidents, je voudrais qu'on dise un mot des primaires, de ces deux, même de ces trois primaires avec Europe Écologie Les Verts qui ont jalonné cette période sur laquelle se clôt le livre. Et au-delà de chacune des primaires, le jugement sur les primaires elles-mêmes, puisque à la fois tu dis comment faire autrement, et à de nombreuses reprises des jugements extrêmement critiques sur les primaires elles-mêmes, regroupement factice, système intrinsèquement pervers, cataplasme pour période molle et leader défaillant. Oui, je crois, les trois leaders qui n'ont pas eu besoin de primaire n'avaient pas besoin d'asseoir leur légitimité, qui étaient Macron, Mélenchon et Le Pen. Les deux grandes masses gauche et droite où le leader n'apparaissait pas comme évident ont recouru à des primaires qui
me semble-t-il, on en a parlé ensemble, on a eu ce débat parce que toi tu es plutôt pour, moi je te mouille tout de suite. Oui, attends. Je pense que c'est un système en effet pervers puisqu'il désigne quelqu'un qui, par définition, est dissident par rapport à la ligne médiane du courant qu'il représente. Au contraire, il doit au contraire détonner pour s'adresser aux militants les plus radicalisés. Donc, ça désigne forcément des personnes qui ne sont pas en état de rassembler, et de fait, elles ne rassemblent pas après coup. Benoît Hamon n'a pas su rassembler les socialistes, puisqu'il a passé en effet son temps à discuter avec Jadot, voire à essayer de faire des œillades à Mélenchon, et n'a pas cherché à rassembler l'ensemble du Parti socialiste autour de lui. Et François Fillon, avant même ses ennuis qui n'étaient pas prévisibles dans la primaire, a eu des positions tellement marginales que déjà, dès le lendemain de la primaire, il était déjà critiqué par ceux de son parti qui lui reprochaient de ne pas avoir une position consensuelle, notamment sur l'assurance maladie et sur les 500 000 fonctionnaires. Donc, par définition, le résultat est épouvantable, et je dirais même qu'il l'a été, sans qu'on l'ait analysé comme tel, en 2012. Parce que la primaire de 2012 a fait un regroupement après coup de Montebourg et de Hollande qui ont traîné ce différend non dit, non exprimé, non acté tout au long du quinquennat. Donc je suis, en effet, comme je ne suis pas très imaginative et que je ne suis pas une constitutionnaliste, je ne sais pas imaginer, et l'idée de remettre au parti, entre les mains des partis, le choix du candidat me semble en effet un retour en arrière pas possible, mais je note le fait que ces primaires, non seulement n'ont rien résolu, mais au contraire ont aggravé les divisions, puisqu'aujourd'hui, maintenant, les deux gauches irréconciliables, en tout cas, elles sont là, très clairement, et qu'au sein de la droite, il n'est que de voir tous les jupéistes qui vont voter ou se précipiter, ou se sont déjà précipités vers Macron, pour comprendre que là aussi, il y a deux droites irréconciliables. Donc, c'est sûrement pas un bon système. Mais quel système ? Je te laisse l'imaginer. Ah, c'est bien, ça fera du travail pour la Fondation, voilà. Pour les prochaines Mais je pense qu'on ne peut pas années. Transposer un système américain qui, lui, fonctionne depuis toujours, avec des partis qui sont des machines électorales, qui ne sont pas des machines programmatiques. On ne peut pas le transposer à l'identique à la France, qui est structurée très différemment. Et le succès factice des primaires de 2012, les primaires socialistes, ont finalement institué ce système avec permanence, avec l'idée qu'il était viable et qu'il était bénéfique, puisqu'ils avaient drainé une grande partie de l'électorat, mais finalement qui portait elle-même en germe les divisions qu'on a eues tout au long du quinquennat. Je dis un mot quand même juste pour oui, parce que tu m'as, je sais que tu n'es pas d'accord. Tu m'as lâchement mise en cause. Non, pas du tout. Enfin, notre désaccord n'est pas si net que ça. La question, c'est est-ce que c'est le système des primaires en tant que tel qui est problématique, ou est-ce que c'est la logique qui a prévalu dans les deux primaires de 2016 et de 2017 qui, lui, est problématique ? Je m'explique. En 2011, la primaire de 2011-2012, la logique qui a dominé cette primaire, c'est une logique électorale. La question pour les électeurs de gauche, c'était choisir le candidat qui avait le plus de chances de l'emporter face à Nicolas Sarkozy. Et François Hollande a été désigné alors même qu'il n'était pas dans la logique que tu évoquais, c'est-à-dire la mobilisation de la frange la plus dure de son électorat. Mais parce que c'était cette logique-là qui dominait, c'est lui qui l'a emporté. Le problème des deux primaires de 2016 et de 2017, c'est qu'à cette logique électorale s'est substituée une logique que j'appelle une logique identitaire, c'est-à-dire que la question pour chaque camp était de choisir le candidat qui porterait le mieux ses valeurs. Et pourquoi on est passé de cette logique électorale à une logique identitaire ? Parce que, pour une raison très simple, c'est que la droite était sûre de gagner et que la gauche était sûre de perdre. Et que dès lors, la logique électorale n'avait aucune raison de prévaloir puisque ce n'était pas le sujet. Le problème, c'est que il y a une forme de syllogisme. On dit les candidats des deux partis de gouvernement ont été désignés par des primaires. Ils sont l'un et l'autre dans la difficulté. C'est la faute de la primaire.
Or, les difficultés de la gauche préexistaient à la primaire, et les difficultés de la droite, pour beaucoup, sont venues après la primaire et les affaires. Donc, je pense qu'il y a des gros inconvénients à la primaire. Je termine juste sur ce point-là. Il y a des gros inconvénients, même d'autres que tu n'as pas évoqués. Je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'en réalité, ça interdit tout travail collectif, et donc c'est la mort des partis politiques. Il n'y a aucune raison pour un candidat de venir débattre, avancer des propositions dans un parti, trouver des compromis, alors qu'il peut venir, et même qu'il a intérêt à venir avec ses propres propositions au moment de la primaire. Donc avant, ça interdit tout travail collectif, et après, ça rend très difficile le rassemblement. Donc j'ai, comme tu vois, une vision plus nuancée de la primaire, toujours. Mais avec cette difficulté, c'est que maintenant que le système existe, que les citoyens s'en sont saisis, et ils s'en sont plus que saisis quand même. Hein. Oui, j'allais dire que c'est peut-être le seul intérêt de ces primaires, c'est d'avoir réveillé l'instinct politique qui est encore à démontrer, parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne va pas y avoir en retour une énorme abstention, donc qu'on ne mesure pas. Donc l'intérêt politique a peut-être été éveillé par des débats et des émissions qui, au fond, ressemblaient plus à The Voice que vraiment à un débat politique. Et notamment, quand on a... je parle pas du dernier débat à 11, mais les débats des primaires, quand on est à 7 avec 1 minute pour expliquer son point de vue sur l'Europe. Donc ça n'a l'intérêt des téléspectateurs et l'intérêt des citoyens, c'est plus révélé sur la joute personnelle, et ça correspond à la définition de la Ve République, la rencontre d'un homme et d'un pays, comme on ne cesse de le dire depuis 70 ans, que véritablement à des choix programmatiques et idéologiques profonds. Mais bon, admettons qu'au moins ça a réveillé un certain instinct civique, ça c'est vrai. Alors, dernière question peut-être sur cette période-là, avant de vous laisser la parole, et puis après on viendra sur la période la plus récente, si vous en êtes d'accord. Sur la manière dont tu caractérises la période elle-même, toute cette litanie d'événements que j'ai évoquée, l'heure n'est plus à la sagesse, ça le temps pour la raison. Je vous lis la citation en entier. L'heure n'est plus à la sagesse. Podemos, Syriza, Sanders, Le Pen, aussi différents soient-ils, séduisent les citoyens qui refusent le raisonnable et se réfugient dans le rêve. Ça le temps pour la raison. Alors, est-ce qu'on en est... Non, mais oui, je pense que c'est sale temps pour la raison et beau temps pour l'émotion. Et en effet, les sentiments primaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, n'ont jamais, enfin à mon sens, autant compté que cette fois. Mais je pense surtout que ça, je le mets même au début du livre, c'est au tout début, dès juillet 2015, que je note ça, et que dire de la suite. Je pense que ce qui fait, au fond, l'incertitude, sans doute la plus grande, dans laquelle tout le monde baigne, parce que je suis frappée, comme vous sans doute, de rencontrer tous les jours des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? L'élection est dans 10 jours, pour qui va-t-on voter ? On ne sait pas pour qui voter, que devons-nous faire ?» Enfin, l'incertitude est absolument phénoménale. Je pense que ça vient aussi énormément du fait que personne n'est en mesure d'incarner le quinquennat, ni de le combattre. C'est-à-dire qu'on aurait eu un Hollande-Fillon, disons, ou Hollande-Sarkozy, ou Dieu sait quoi, ça aurait, comment dirais-je, incarné, il y aurait eu un projet, il y aurait eu un état des lieux à défendre ou un état des lieux à combattre. Là, le fait qu'il n'y ait rien à quoi se raccrocher pour hier fait qu'on a du mal à se situer pour demain. Enfin, je pense que quand c'est flou, il y a un loup, c'est certes, mais quand c'est flou, il n'y a pas de structuration. Donc, sur quoi aujourd'hui peut-on s'arrimer si on n'a pas des bases pour débattre de ce qui a été ? Et je pense qu'il y a une des raisons, peut-être pour cela, mais ça m'est venu après, donc je ne l'ai pas développé. Mais c'est ce que je ressens là au fur et à mesure, c'est que finalement, tu n'as pas de substrat sur lequel t'appuyer
pour combattre ou pour défendre. Et le fait que François Hollande soit absent et que personne aujourd'hui n'incarne n'endosse le quinquennat, ni Hamon ni Macron, fait qu'aujourd'hui, tout est évanescent, puisqu'on repose sur quelle base? Tu ne peux pas définir un futur si tu n'as pas défini à la fois le présent et la conclusion que tu tires du passé, me semble-t-il. Enfin, c'est de l'ordre de l'impression. Il faut être clair, ce livre est un livre plutôt impressionniste plus qu'analytique. C'était l'exercice qui voulait ça. La chronique est un genre à la fois littéraire et journalistique. Disons que le mien a essayé de se situer entre les deux, avec l'envie de ressentir plus peut-être que d'analyser en profondeur. Je pense que Anne ne va pas arrêter de vous dire que ce livre est nul. Non, mais pas du tout. Mais il est très bien. Il est très bien. Est-ce que vous avez, sur cette période, on va venir après sur février à aujourd'hui, mais sur cette période des primaires, il y a Trump beaucoup, évidemment, qui est très présent, l'élection américaine qui est très présente dans le livre. Oui, qui donne le côté totalement imprévisible du monde, qui caractérise à quel point ce monde est à la fois imprévisible, instable et dangereux. Quand en effet tous les experts, tous les sondages, tous les citoyens que nous connaissons aux États-Unis, qui sont plus généralement sur la côte est ou sur la côte ouest et pas vraiment dans le centre, étaient certains que Trump ne pouvait pas gagner. Et quand justement la raison nous disait que même si on pouvait comprendre et on comprenait le désarroi d'une classe moyenne américaine blanche qui se sentait déclassée par la mondialisation, par la numérisation, par les inégalités qui étaient sans cesse de Piketty à Stiglitz, tout le monde nous l'a expliqué, était sans cesse croissante. Donc même si on pouvait expliquer le malaise profond d'une Amérique qui cherchait en effet à la fois son identité et sa survie, on avait du mal à imaginer que ce malaise s'incarnerait dans un personnage aussi inconstant, imprévisible, je ne parle même pas de ses défauts les plus évidents, sexiste, misogyne, etc., raciste, mais surtout ignorant. Totalement ignorant et à ce point imprévisible qu'aujourd'hui il a fait la semaine dernière l'inverse de ce qu'il disait la semaine d'avant, c'est-à-dire il pensait que Bachar n'avait pas à s'inquiéter de lui, que l'Amérique n'avait pas à prendre parti. Il a bombardé parce qu'il, sous le coup de l'émotion, ou plus exactement de l'émotion de son opinion publique, il s'est dit que peut-être il pouvait rattraper le coup. Il fait un tweet pour expliquer que la Corée du Nord, il a l'intention de résoudre le problème lui-même si personne ne le résout, ce qui montre que nous sommes entre les mains de deux tweets éventuels, celui de Kim Jong-un et celui de Donald Trump. Et pendant ce temps-là, on se fait du souci et les missiles nous passeront au-dessus de la tête. Donc le monde est devenu brutalement encore plus dangereux au lendemain de Trump. Pardon, je suis trop longue. Non, pas du tout. L'heure n'est plus à la sagesse. Voilà. Non, le problème, c'est pas les tweets, c'est que derrière les tweets, ils ont d'autres armes. Est-ce que vous avez, à ce stade, sur cette partie-là, des questions? Je suis sûr que oui. 2 observations. Et ben voilà. Que je fais à Anne Sinclair, Madame, sachez, Madame, que quel que soit le parti politique, vous êtes très respectée en France, Madame, sachez-le. Merci. Si vous en avez un doute, autour de moi, vraiment, vous êtes respectée, mais Madame. Quel que soit le parti politique, j'en ai des frissons parce que je le pense sincèrement, Madame. Mais sincèrement. La deuxième chose, vous dites... c'est pas à bas la raison, c'était quoi votre expression? L'heure n'est plus à la sagesse. Non, mais avant. Avant. La raison, c'était ça. Oui. Sale temps pour la raison. Sale temps pour la raison et beau temps pour l'émotion. Il serait peut-être plus exact de dire, Madame... sale temps pour l'économie et beau temps pour... Je crois que c'est ça, c'est sale temps malheureusement pour l'économie. Pour l'économie. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de raison. C'est que si vous voulez, comment va-t-on remonter notre économie? Et oui, Madame, et oui, sale temps pour l'économie. Merci.
On va prendre derrière là. On va peut-être prendre d'autres questions. Oui, on va prendre trois. Madame, j'ai très aimé. Merci, madame, merci. Respectez sur le terme. Respectez. Respectez. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Alors moi je voulais juste faire une observation, parce que quand vous parlez de François Hollande, moi je suis très triste, parce que cet homme est seul, et que je pense que d'ici très peu de temps, on commencera à avoir des regrets parce que nous l'avons maltraité. Alors je voulais dire une chose, c'est que tous nos présidents de la République, jusqu'à présent, peu ou prou, pendant un certain temps, on les a aimés. On les a trouvés beaux, on les a... Voilà. Il y a eu une période comme ça où on était en amour. François Hollande, il a succédé à l'autre qu'on adorait et qu'on attendait. Donc c'était une position difficile pour lui. Et puis, ce qui s'est passé aussi, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, ça a été, je dirais... dès le départ, les réflexions de Martine Aubry, les réflexions de Laurent Fabius, je crois que son propre camp a été d'une dureté, d'une méchanceté que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et comment cet homme, moi je trouve admirable qu'il ait tenu le coup jusqu'à présent, parce que comment peut-on tenir, sans parler de son histoire personnelle, quand on est haï par les siens, quand on est ridiculisé, quand on est l'objet d'une vengeance dont je ne connais pas les raisons et que je peux peut-être imaginer, mais moi je suis qu'une femme, je ne suis pas dans la peau d'un homme, mais je trouve que quand même ils ont été vraiment moches vis-à-vis de lui. Voilà. Alors, Lynn, si le micro... Oui, bonsoir. Je voulais juste faire une remarque à propos de ce que vous avez dit tous les deux. Ce qui me semble grave en ce moment, c'est que, comme tu l'as dit, Anne, les gens doutent, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi voter, etc. C'est aussi parce qu'ils attendent souvent du politique que le politique donne un sens au monde comme il va, et donne des perspectives, et que aujourd'hui cette fonction du politique, elle n'est pas tenue par qui que ce soit, et que outre ce manque-là, les institutions, elles aussi, tremblent. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez l'un et l'autre parlé des primaires. Moi, je serais encore presque plus sévère sur les primaires. C'est que peu à peu, l'institution des Ve République, avec le changement du septennat au quinquennat, puis l'inversion des dates. Maintenant, on vote pour le président de la République d'abord, pour législative après, et puis maintenant avec les primaires, fatalement, avec des petites modifications les unes après les autres, on a changé le sens de la Constitution de la Ve République telle qu'elle avait été instituée par De Gaulle, avec naturellement cette rigidité, mais aussi quelque part cette fonction rassurante que les citoyens avaient. Donc, je me permets juste de rajouter cela aussi à toute l'impression d'incertitude et d'angoisse que les citoyens ont. Je voulais juste savoir si cette petite analyse vraiment c'est légère, vous convenez. Une dernière, là, enfin une dernière pour ce première série. Oui, une question très courte. Je donne des cours à la faculté et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il faut aller se présenter à un entretien d'embauche en bonne tenue, enfin que c'est important. Alors j'ai une question toute simple, parce que ça me revient souvent, puis j'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Madame Sinclair, de la stature présidentielle? Est-ce que vous pensez que depuis 2007, les deux présidents de la République, l'actuel et le précédent, incarnent cette fonction présidentielle au sens vraiment de l'habit, je dirais? Parce qu'on a vu... On a vu un président courir en short. Alors, on a le droit de courir en short, hein, bien sûr. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai un petit peu l'impression que parfois... Je suis né sous Giscard. Je suis au Parti Socialiste. Je milite dans le sud de l'Oise, un territoire très difficile pour le PS. Mais je me dis quand même que j'ai un peu l'impression que nos présidents ont un peu perdu cet habit présidentiel, dont on parle d'ailleurs beaucoup en ce moment dans cette élection. Allez, Bon. allez-y.
Bon, on répond aux questions les unes derrière les autres assez rapidement. Sale temps pour l'économie, madame, en vous remerciant des mots gentils que vous avez dit. Sale temps pour l'économie, sale temps pour beaucoup de choses. Sale temps pour les immigrés, sale temps pour la France, sale temps pour l'éducation, sale temps, enfin on pourrait égrener comme ça tous les sujets. Donc je pense qu'il n'y a pas que le problème économique, et d'ailleurs si on le regardait objectivement, on voit que, curieusement, et ça doit donner en effet beaucoup d'amertume à François Hollande, il y a non seulement l'inversion de la courbe du chômage qui apparaît quand même relativement prévisible, ou du moins en tout cas de s'amorcer, et en tout cas un redressement économique sur tous les plans. Donc en effet c'est sale temps généralement sur l'Europe, enfin on pourrait aller assez loin là-dedans. Les regrets sur Hollande et Hollande maltraité, je crois que Hollande a été considéré comme tout président de gauche illégitime par la droite, à peine est-il arrivé au pouvoir, et en même temps contesté dans son propre camp à partir du moment où on n'a pas compris son virage économique et politique. C'est-à-dire que ceux qui restaient au discours du Bourget auraient eu besoin peut-être d'une pédagogie de la réforme, une pédagogie pour expliquer pourquoi la situation était telle qu'elle était, peut-être un inventaire du quinquennat précédent pour dire l'état des lieux dans lesquels il avait trouvé la France et le pourquoi il fallait changer ce qui apparaissait comme une ligne directrice de sa campagne qui ne correspondait plus à celui de la direction du quinquennat. Haï par les siens, je ne crois pas. Je crois que il a été discuté, débattu. Il a déçu aussi. Je pense que c'est vrai qu'il est seul aujourd'hui. C'est vrai que le 1er décembre, moi aussi, j'étais triste. Et j'ai eu en effet les larmes aux yeux, je l'écris, parce que c'est extrêmement dur de voir c'est la première fois dans l'histoire d'ailleurs de la République qu'on voit un président ne pas se représenter sans avoir été sanctionné d'une aucune manière par les urnes, et donc d'être simplement obligé de renoncer face à l'opinion publique, et j'allais dire presque face au sondage. Donc c'est vrai que ce bilan est triste, mais il ne faut pas exonérer un président qui a tous les pouvoirs de toute responsabilité. Il avait la charge d'emmener un pays et il n'a pas réussi à l'emmener avec conviction. Voilà. Donc je crois que c'est le bilan, comme d'habitude, est toujours un peu nuancé. Il n'est pas vraiment haï par les siens, mais il portait d'ailleurs les germes de ce que je disais, la division était en germe déjà dans la primaire. Et c'est vrai que les frondeurs, par l'attitude très négative qu'il y a eu à l'Assemblée en permanence face à la politique du gouvernement, ça n'aide pas à faire un quinquennat qui aille de l'avant. Lynn, sur en effet les problèmes institutionnels, c'est vrai, j'en ajouterai même un, qui est qu'aujourd'hui, la Ve République, elle était faite pour un bipartisme et pour deux camps très nettement délimités. On est aujourd'hui, sinon dans un tri, du moins dans un quadri, voire un quinquapartisme. Donc tous les critères ont complètement explosé et ne correspondent plus à la Ve République telle qu'elle a été définie, y compris d'ailleurs dans la représentation électorale à l'Assemblée, parce que Marine Le Pen va faire... J'en sais rien, peut-être 25% et peut-être ensuite 35% au deuxième tour, espérons pas plus. Mais c'est déjà énorme, 35% d'un parti qui n'a que 2 représentants à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est en effet, on sait très bien ce que risquerait un système de représentation proportionnelle qui mettrait le Front National avec un très fort contingent de députés. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout acceptable pour une démocratie de fonctionner avec un parti qui n'a pas de représentants dans l'instance majeure de délibération d'un pays. Donc, oui, bien sûr, on est au bout d'un système et c'est bien évidemment, c'est vrai qu'une décomposition, mais aussi une absence de savoir comment se raccrocher à un système viable. Enfin, sur la stature présidentielle, oui, enfin, je crois que
je pense que les premiers présidents de la Ve République avaient cette stature, sans aucun doute. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac même. Et Chirac, Dieu sait qu'on ne le pensait pas, et puis qu'on est venu à le trouver à la fois charismatique et en tout cas incarnant la France, et il l'a incarné plusieurs fois. Je pense notamment au discours du Veldiv, remis en cause il y a quelques jours, bizarrement, parce que je ne vois pas son intérêt de l'avoir fait. Et deuxièmement, au moment aussi de la mort de Mitterrand, il a su trouver les mots. Enfin, plusieurs fois, il a incarné la France. Sarkozy, à mon sens, a profondément détruit cette image-là du président de la République en faisant un président bling-bling, un président extraordinairement narcissique et préoccupé de sa personne, en étant brutal et en changeant de politique au gré des impressions ou de ses conseillers, comme Patrick Buisson. Donc il avait abaissé la fonction présidentielle. Il l'a lui-même reconnu. D'ailleurs, c'était assez comique. Il n'a pas cessé de dire « je reconnais que j'ai abaissé la fonction présidentielle ». C'est-à-dire, il reprenait dans son autocritique supposée les critiques qui lui avaient été faites comme une leçon apprise. Et lui, il la réduisait à la fameuse phrase qui est restée quand même emblématique, tel un poème de Victor Hugo, « Casse-toi pauvre con », qui est quand même emblématique d'un quinquennat. Et donc, Sarkozy a abaissé la fonction présidentielle. Et je pense que François Hollande, avec sa présidence normale, a voulu prendre un contre-pied qui n'était pas non plus celui qu'on attendait. En fait, je crois que dans normal, il voulait dire qu'il n'est pas les excès de la présidence précédente. Or, ça a été compris, et lui-même l'a aussi vécu comme quotidien, banal, bonhomme, amical, jovial, souvent. Or, on n'attend pas d'un président qui soit drôle, jovial et sympathique, mais on attend en effet qu'il incarne, et c'est peut-être, en voulant être le miroir de celui qui ne l'avait pas été, peut-être a-t-il manqué un peu d'incarnation, même si, encore une fois, notamment dans toute la politique étrangère, je trouve, et face aux attentats, il a tout à fait incarné la France, et l'opinion publique l'a reconnu. Je complète d'un mot. Bien sûr, de deux même. On est d'accord. Non, sur l'économie, ce qui est fascinant quand on regarde cette campagne, c'est que par rapport aux précédentes, il n'y a aucun thème, aucun territoire d'affrontement qui la structure. On passe chaque jour d'un sujet à un autre, et non seulement il n'y a pas de proposition, mais non pas que les candidats ne fassent pas de propositions, mais il n'y a pas de proposition qui structure le débat, mais il n'y a même pas de thème central d'affrontement. Ou L'Europe, peut-être un peu, l'Europe. Alors, peut-être l'Europe, moi j'allais en dire un autre. Peut-être qu'au fond, la question de cette campagne, c'est la politique. Son renouvellement, la manière dont on peut le faire différemment, avec évidemment des offres qui sont différentes. Peut-être que c'est ça que les Français imposent comme sujet central de la campagne. J'avais été frappé quand j'avais lu les comptes rendus de la grande marche que Emmanuel Macron et son mouvement avaient lancée. Une des questions qui était posée était une question ouverte. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre pays ? Et la première chose qui ressortait, c'était ce qui ne marche pas, c'est la politique. Et donc peut-être que c'est ça le sujet, et alors même que quand on regarde la hiérarchie des préoccupations, les questions économiques, vous avez raison, et quand on regarde même la réalité des problèmes, les questions économiques évidemment sont centrales, mais pourtant elles ne sont que peu présentes dans cette campagne. Deuxièmement, sur François Hollande, je ne sais pas si vous avez vu, je sais pas, il a fait plusieurs interventions aujourd'hui, donc je ne sais même plus où c'était, parce qu'il y a un truc dans Le Monde, il y a Le Point, et puis il y a sur un site internet, je vous conseille, sur Combini, c'est très bien. Je dis c'est très bien parce qu'en fait, c'est parce que je partage ce qu'il dit. Il est possible que, en n'étant pas candidat, ce qui
est une rupture historique, non seulement par rapport à ce qui s'est passé en France, mais par rapport à ce qui s'est passé dans toutes les grandes démocraties occidentales. Au terme de son premier mandat, qu'un président ou qu'un Premier ministre n'aille pas se représenter devant le suffrage des électeurs, c'est inédit. La seule vertu, peut-être, pour lui, c'est que on juge toujours, on évalue, on réévalue toujours le bilan à l'aune de la fin. Et s'il avait été, ce qui est probable, battu sévèrement, peut-être même battu à la primaire, c'est à l'aune de cette défaite que l'ensemble du quinquennat aurait été relu. Là, en n'étant pas candidat, peut-être qu'il s'offre la possibilité que son bilan soit jugé pour ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, en tout cas plus que s'il avait été candidat et qu'il avait été battu. Dernier point pour rejoindre ce que disait Anne, des élections qui sont faites, le mode de scrutin à 2 tours favorise le bipartisme, ou en tout cas un système avec deux grands camps, que ce système-là a été perturbé maintenant depuis de nombreuses années avec la progression du Front National. Quand j'étais étudiant, Maurice Duverger parlait du quadri bipolaire. Donc on avait 2 grands partis dans chaque camp, mais on avait 2 camps. Là, c'est même pas le quadri bipolaire. Je ne sais pas si c'est le quadripartisme, peut-être même faut aller au-delà, un quintet quadripolaire, je ne sais plus comment on dit, mais il y a cette déstructuration très profonde du système politique et qui a un effet, c'est qu'on a une élection qui, beaucoup plus que les autres, et les Français en sont très conscients, est une élection qui se joue au premier tour et qui modifie énormément des comportements électoraux, puisqu'on se pose des questions pour le premier tour qu'on ne se posait auparavant pour le deuxième. Enfin, sur la stature présidentielle, je crois que non seulement le rapport au président ou la manière dont on regarde le président de la République a changé, mais la manière dont on regarde la politique, plus globalement, a profondément changé. Et le jugement sur la politique s'est dégradé. La stature des anciens présidents, elle est plus positive, mais elle est souvent plus positive a posteriori. Le jugement qui était porté même pendant le septennat écourté de Georges Pompidou, je trouvais que Georges Pompidou, quand même, par rapport au général de Gaulle, c'était pas la même stature. Valéry Giscard d'Estaing, n'en parlons pas, et Jacques Chirac. Oui, certes, le Veldiv, l'Irak, etc., mais la nostalgie. Donc il y a quand même une forme de réévaluation a posteriori. Et puis il faut quand même reconnaître qu'on vit une période dans laquelle l'ampleur, la rapidité des mutations fait qu'on aurait besoin d'un président qui ait une stature supérieure encore à celle de tous ses prédécesseurs compte tenu des défis. Et donc évidemment, c'est pas facile. C'est une bonne transition peut-être pour aborder ce qui se passe depuis lors. C'est-à-dire depuis que tu as rendu ton manuscrit, il y avait une interrogation sur ce qu'allait être l'offre électorale finale. Est-ce que François Fillon allait être candidat? Et cette interrogation a duré pendant longtemps, puisque quasiment jusqu'au dépôt des candidatures devant le Conseil constitutionnel, il y a eu un doute. Tu n'as pas vu François Fillon. En revanche, tu as vu 2, 3, même des candidats qui sont encore en lice. Alors, Emmanuel Macron, d'abord, dont tu parles beaucoup. Et c'est intéressant de voir à la fois l'évolution de ta perception et même des jugements contrastés presque au même moment, à la fois des jugements critiques. Est-ce qu'il n'est pas un peu frêle au moment où il lance son mouvement? C'est peu de dire que tu ne goûtes que modérément la visite le 8 mai à Jeanne d'Arc, son affichage aux côtés de Philippe de Villiers où il dit qu'il n'est pas socialiste, faute de goût. Et d'un autre côté, je ne sais pas si tu y es, à la Mutualité, discours dense, porte de Versailles, le charisme, l'aisance. Donc, il y a cette évolution, cette tension, et puis peut-être tout ça concentré au moment où il démissionne du gouvernement à la fin du mois d'août, où tu dis, en l'écoutant, on commence par être séduit, après, il y a de la fatigue, et à la fin, on en a franchement marre. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ?
Et c'était son intervention qui avait suivi son départ du gouvernement. Il avait droit à 30 minutes de journal télévisé et j'avais été irritée, si je peux me permettre d'être irritée par un candidat, j'avais été irritée par le discours de la méthode. Au fond, nous répéter jusqu'à son entrée en campagne, pendant de nombreux mois, qu'il fallait faire de la politique autrement, qu'on n'était ni de droite ni de gauche, ou de droite et de gauche. Je crois qu'on l'avait saisi et on avait besoin de savoir un petit peu quelles étaient ses options, ses choix profonds. Il a sans doute tactiquement bien fait de les repousser, parce que les aurait-il dit trop tôt, il aurait été sous le feu des critiques plus tôt. Donc il a plutôt bien fait tactiquement, mais c'est ce qui explique un petit peu ces sentiments mitigés. C'est vrai qu'au début, d'abord je fais partie de ceux qui n'y croyaient pas du tout, qui ne pensaient pas, parce que je suis une enfant de la Ve République aussi, et que j'ai toujours pensé et cru qu'on ne réussissait que quand on a un parti derrière soi, quand on a une structure qui vous porte, quand on a sinon échoué 3 fois à la présidence de la République, mais en tout cas qu'on a un ancrage électoral quelque part. Donc c'est vrai, je n'y croyais pas et je trouvais qu'il était surtout un jeune homme pressé, d'ambition pressée. Et je me souviens que d'ailleurs la première question que je lui demande, c'est pourquoi vous êtes si pressé de devenir président de la République, vous avez 20 ans devant vous. Et il répond à ce moment-là, oui, mais c'est maintenant que je le sens. Et j'ai eu l'impression qu'il disait, on est en 1957, juste avant l'arrivée du général, et je peux être le général de demain ou la Jeanne d'Arc, ce qui m'avait un peu, en effet, chiffonné. Ensuite, c'est vrai qu'on le voit petit à petit prendre de l'ampleur. D'abord, par son audace, et c'est vrai que son audace a été un pari, c'est un pari qui était très loin de pouvoir réussir, et qu'il a eu le courage de franchir le pas. Et ça, il faut reconnaître, chapeau l'artiste. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été servi, et là, je suis assez d'accord avec ce que Hollande dit, je crois que c'est dans Le Point, moi aussi je me mélange les différentes interviews, je crois que c'est dans Le Point où il dit il y a eu une conjonction de chance absolument extraordinaire. Jamais un homme ne peut bénéficier à la fois de l'abandon voulu ou involontaire de tout concurrent possible, que ce soit Hollande, Sarkozy, Juppé, Bayrou, et l'écroulement de Fillon en dernière période est quelque chose qui était totalement inattendu. Et c'est vrai qu'à la fin au lendemain de la primaire de droite, Fillon paraissait comme dans un pays qui demandait de l'alternance et qui avait l'air de pencher plutôt à droite, comme en effet le président le plus probable. Donc c'était très c'est la conjonction de toutes ces chances et de tous ces bonheurs politiques qui a aussi créé beaucoup la dynamique dans laquelle il s'est trouvé aujourd'hui. Il reste qu'il a eu en effet une prescience politique. Il a eu en effet une prescience politique assez nette. Est-ce que cela veut dire, et là aussi je suis plutôt d'accord avec François Hollande, est-ce que ça veut dire que cette recomposition qu'il a sentie entre, en effet, des citoyens qui ne veulent plus être que dans le camp du bien et désigner les autres dans le camp du mal, est-ce que ça correspond à quelque chose qui va être durable dans la vie politique française, ou est-ce que c'est quelque chose de parfaitement conjoncturel à un moment précis de notre histoire qu'il a eu le mérite de sentir? Je pencherais plutôt pour cette réponse-là, parce que je crois que depuis toujours, le parti du progrès et le parti de la conservation se sont plus ou moins opposés, et que je crois que globalement, et là je te rejoins dans tes écrits, il y a une gauche et il y a une droite, et que même si on essaie d'être à la droite de la gauche et à la gauche de la droite, il reste quand même des appartenances profondes. Il se trouve que aujourd'hui, dans la situation actuelle de décomposition générale, d'effondrement des partis, d'effondrement des leaders, il se trouve que son analyse a correspondu au moment que nous vivons. Est-ce que cette analyse est pérenne? C'est aussi une des questions que je me pose, mais c'est vrai que son mérite est très grand d'avoir, il y a 2 ans,
cet homme qui est aujourd'hui un possible président de la République, peut-être probable, était totalement inconnu des Français. C'est quand même une trajectoire à l'américaine. Comme Obama l'était, il était totalement inconnu 2 ans avant de commencer sa campagne des primaires. Oui, 100% des Français ne connaissaient pas Emmanuel Macron. Exactement, ça c'est clair. Mais la formule de De Gaulle que tu citais, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et de circonstances. Et de circonstances, c'est ça. Et de circonstances. Alors, ça c'est pour Macron. Marine Le Pen. D'abord, tu notes assez tôt dans le livre, analyse que je crois très juste et qui pendant longtemps a été combattue, que ce qui caractérise le vote pour le Front National, c'est que c'est de plus en plus un vote de conviction et que c'est même ce qui le singularise par rapport au vote pour beaucoup d'autres partis. Et pour la première fois, donc, tu rencontres Marine Le Pen. Tu rencontres Marine Le Pen au mois de juin et tu en ressors à la fois, j'ai aussi quelques notations, intelligente, redoutable, éloquente, habile. Je reviens en frissonnant, conclus-tu ? Oui, oui, je pense que je suis un peu démentie par les 2 derniers débats où je l'ai trouvée très médiocre. Mais jusqu'ici, je la trouvais et je continue de penser qu'elle a un système parfaitement construit et clos dans lequel, si vous entrez dedans, vous êtes piégé. À partir du moment où on décline l'essentiel de ce qu'on pense comme étant relevant de la souveraineté nationale, c'est-à-dire contre l'immigration, retour des frontières, sortie de l'Europe, qu'on a un système bâti autour de ça, il me semblait qu'elle avait une rhétorique qui était parfaitement cohérente, ce qui la rendait d'autant plus dangereuse. Et d'ailleurs dangereuse, oui, puisque là, tout le monde, et c'est ça aussi une des surprises extraordinaires, c'est que autant 2002, auquel souvent on essaie de comparer l'élection qui vient, c'est exactement le contraire de 2002. C'est-à-dire en 2002, c'était le surgissement imprévisible de ce qu'on n'avait pas vu, tandis que là, tout le monde s'est tellement habitué à l'idée que Marine Le Pen soit au second tour, c'est que les hommes politiques même ne semblent même plus la combattre. Quand on voit Fillon et Macron, ils s'interpellent l'un l'autre, Hamon aussi, Mélenchon aussi, et personne ne la combat frontalement, comme si on avait accepté l'idée que c'était une évidence qu'elle soit au 2e tour de l'élection présidentielle. Et donc, c'est cette force-là que je sentais avec... aussi, je pense, là aussi une évolution, parce qu'elle-même, quand je la vois en juin dernier, elle dit clairement, on a monté les marches 4 à 4, on voudrait que je monte la 5e, c'est déjà pas mal qu'on en soit arrivé là. Donc elle avait intégré à ce moment-là l'idée qu'elle ne serait pas élue présidente de la République. Et petit à petit, s'est imposée l'idée que qu'il pouvait y avoir un accident, qu'il pouvait y avoir un concours de circonstances, et aller savoir celui qui lui sera opposé au second tour, s'il aura toutes les armes pour l'emporter. Et donc il y a un risque évident et une fatalité terrible de se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on avait pris, parce qu'en 2002, tout le monde a été dans le choc et dans l'épouvante, mais au fond, quand on a tous manifesté, et tu t'en souviens, le 1er mai, je parle pour les plus anciens, le 1er mai, entre République et Bastille, où on était 1 million, on savait qu'au fond, Le Pen ne serait pas élu. On était sûr que Chirac l'emporterait. Donc on avait à la fois cette indignation et cette tranquille certitude, qu'aujourd'hui, on n'a plus d'indignation et on n'a plus aucune certitude. Et ça me semble très net sur Marine Le Pen. Oui. Je suis... Et donc, nous continuons de frissonner pour reprendre ta dernière phrase. Personne ne la combat, et en se combattant les uns les autres, le risque est que cela émousse le réflexe républicain, et donc rendre plus difficile les reports entre les autres candidats pour celui qui arrivera au second tour. Avec une interrogation, en tout cas une interrogation pour moi,
C'est à l'évidence la grande différence par rapport à 2002. On n'est pas dans le surgissement imprévisible, mais tout le monde s'attend à ce que Marine Le Pen soit présente au second tour. La question, là, qui pour moi est une question ouverte, c'est est-ce que cet événement attendu va malgré tout constituer un choc ? Il y a des situations dans lesquelles on ne croit pas ce que l'on sait. Eh bien, il est possible, je l'espère en tout cas, que la présence de Marine Le Pen au second tour, malgré tout, provoque un choc et qu'après un premier tour qui pourrait marquer un record d'abstention dans l'histoire de la Ve République, puisque on est aujourd'hui entre 65, 66, 68% de participation selon les enquêtes, alors qu'une élection présidentielle normale, c'est aux alentours de 80%. Donc il manque 6, 7, 8 millions d'électeurs par rapport à une élection présidentielle. La question, c'est est-ce qu'il y aura une remobilisation dans l'entre-deux tours ? C'est ce que l'on a vu lors des élections régionales, notamment en PACA et dans le Nord, où il y a eu une hausse de près de 10 points de participation et 75% de ces nouveaux électeurs sont allés voter contre les Le Pen. Donc la question, et qui est une question là, ouverte, évidemment, c'est est-ce que la même chose va se produire après le premier tour ? Je termine sur cette revue des différents candidats, puisque tu n'as pas arrêté de souligner les erreurs d'analyse que tu avais faites, pour venir à ta défense, sur Jean-Luc Mélenchon, que tu n'as pas vu. Mais j'ai été frappé dès le mois de juin, au moment où il lance les Insoumis. Tu dis, c'est bien trouvé, c'est moins violent que l'insurgé, moins radical que le révolutionnaire. Son discours change un peu, il est plus écolo, il est plus rassembleur. Et donc, à un moment où, je crois, peu avaient perçu le nouveau Mélenchon, si tant est qu'on puisse parler d'un nouveau Mélenchon, mais en tout cas le visage, la stratégie qu'il veut donner dans cette campagne présidentielle, tu l'as perçu très tôt. Oui, je pense qu'on voyait bien qu'il s'est bâti un personnage qui est totalement différent du personnage de 2012, qui était le bruit et la fureur, comme il avait dit, et donc la colère, l'invective et la parole violente. Il s'est donné une image bonhomme, d'un homme patelin, d'un homme à l'écoute des autres, presque en retrait de la personnalisation du pouvoir. Je pense que les hommes ne changent pas. Surtout à partir de 40 ou 50 ans. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un nouveau Mélenchon, qu'il y ait un nouveau personnage, ça c'est clair, mais je pense qu'aujourd'hui, Mélenchon essaye de ratisser très large. Il y réussit d'ailleurs puisqu'il pompe des électeurs chez Hamon, chez Marine Le Pen, voire chez Fillon. D'ailleurs, ça montre à quel point cet électorat est totalement à la fois volatile et indécis, que des électeurs de Fillon puissent voter pour Jean-Luc Mélenchon est quelque chose que je ne comprends pas très bien, sinon par l'exaltation que fait Mélenchon aujourd'hui de la nation, d'un ensemble beaucoup plus centré autour de la France, du souverainisme, du drapeau français, de la Marseillaise, etc. Donc il y a une sorte d'habillage qui est plus consensuel. Après tout, c'est le jeu d'une campagne électorale qui est de faire croire dans un personnage, mais il a réussi, et par ses interventions dans les débats, il a réussi aussi à donner une autre image qui ne soit moins agressive et plus consensuelle, et encore une fois, oui, bonhomme. Je ne suis pas, encore une fois, convaincue que son personnage soit à ce point transformé, ou que ses idées le soient, et que c'est caché un peu ce Chavez que nous ne saurions voir, mais et je crois que Chavez est toujours là. Et en tout cas, la découverte récente qui m'avait moi aussi échappé du chapitre 62 sur l'alliance bolivarienne, et donc une alliance qui rassemblerait le Venezuela, Cuba, la Russie, l'Iran, enfin tous les pays démocratiques, dans laquelle la France ferait bien, via ses départements d'outre-mer, d'adhérer.
me semble assez curieuse, et j'ai vu l'embarras de Clémentine Autain. Oui, ça t'avait échappé, mais ça avait échappé à sa porte-parole Oui, aussi. ça avait vraiment échappé à sa porte-parole, qui a dit « Ah oui, là je suis d'accord, oui ». Donc elle était absolument sans voix, et on a découvert opportunément un chapitre 62 qui nous a tous laissés interloqués. Je rebondis. L'image bonhomme, c'est très frappant quand on regarde les enquêtes. Il y a 8 jours, je crois que oui, c'est Ipsos avait posé la question pour chacun des candidats, est-ce que sa personnalité vous rassure ou vous inquiète? Est-ce que son programme vous rassure ou vous inquiète? Et on voyait à la fois à quel point, non seulement ce qui s'est passé depuis les affaires, mais même ce qui s'est passé depuis la primaire de la droite, avait abîmé et même dévasté l'image de François Fillon, qui était le candidat dont la personnalité inquiétait le plus que Marine Le Pen, mais dont le programme inquiétait aussi autant que Marine Le Pen. Et l'autre chose qui était stupéfiante, c'était de voir que Jean-Luc Mélenchon était devenu un candidat qui rassurait. Il rassurait, il était le deuxième derrière Emmanuel Macron pour rassurer les Français. Donc, image bonhomme, mais c'est aussi symptomatique d'une dégradation de la politique et de ce qu'est une campagne, et des effets, y compris d'un débat à 11 comme celui qu'on a vécu, où la seule question à l'issue du débat, c'est qui est-ce qui a été bon. C'est pas qui est-ce qui a dit des choses justes, c'est qui est-ce qui a été bon. Et Mélenchon, pour le coup, qui a une certaine expérience de ces débats, du sens de la rhétorique, une culture, a été bon. Mais ça devient le critère de jugement. Et aussi, là aussi, je rejoindrai Madame François Hollande, qui dit aujourd'hui, on confond le charisme, le spectacle du tribun avec la réalité de son programme. Et ça, c'est parfaitement bien vu, c'est vrai. Après, juste pour préciser, dans la progression de Jean-Luc Mélenchon de ces dernières semaines, progression rapide, spectaculaire, dont je ne sais pas, qu'on avait vécu, toutes choses égales par ailleurs, aussi en 2012. On l'a oublié, il y a eu une progression très importante. Il est monté jusqu'à 16% avant que la courbe, c'est pas la courbe du chômage, mais la courbe de la progression de Mélenchon ne s'inverse et qui finisse à 11. Dans la progression de ces dernières semaines, le premier réservoir, ça a été Benoît Hamon. C'est d'abord les transferts. Hamon, sur un spectre qui est que les Français positionnent très proche quand on regarde la manière dont ils positionnent l'un et l'autre. Alors après, à l'état de trace, il y a du Marine Le Pen et du François Fillon, enfin des électeurs de l'un et de l'autre, mais c'est comme dans le film d'Audiard, c'est les poissons volants, c'est pas le plus courant dans l'espèce. Donc c'est d'abord les transferts à gauche, et c'est sans doute aussi la limite à sa progression, puisqu'il est sur un espace qui est plus réduit. Je m'arrête là, peut-être nous arrêtons là pour refaire un jeu de questions. Après, on est allé vers notre droite, on va aller un peu de l'autre côté, parce que, oui, d'accord, on va un peu de ce côté-là quand même, avec Arnaud Schneeweiss et son petit voisin qui s'appelle Grégoire Milot. Alors, juste sur cette campagne, est-ce que tu as dit l'enjeu, c'est la façon de faire la politique, Gilles. Anne commençait sur l'Europe, donc moi j'aimerais relancer Anne là-dessus. Est-ce que le débat de la campagne, c'est pas aussi ouverture, fermeture, ouverture sur le monde, fermeture? J'ai une question sur l'élection, parce qu'il va y avoir 4 tours, en fait. On va avoir les 2 tours de la présidentielle et les 2 tours des législatives. Et c'est vrai que sur les 4 candidats potentiels, il y en a 3 qui n'ont pas de majorité, ça va être plus complexe. Et je voulais avoir votre avis sur les législatives, dont on parle peu. Question facile. Oui. Oui, bonsoir. Juste une remarque, une question qui rebondit sur la première, puisque vous dites, Madame Sinclair, que vous n'êtes pas une grande analyste, mais il y a beaucoup d'analyses dans votre ouvrage en réalité. Et il y en a notamment une qui fait le lien entre nos débats un peu franco-français de ce soir et ce que vous avez décrit de l'élection de Donald Trump, en mettant en parallèle les 2 situations des pays et en relevant, sous forme interrogative dans votre ouvrage, la question, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un clivage finalement gauche-droite
auquel nous sommes toutes et tous habitués, à un clivage ouverture-fermeture, comme cela se voit, où ça peut être une clé d'explication de la victoire de Donald Trump, et comme cela peut apparaître dans ce qui semble se caractériser dans notre propre élection présidentielle. Encore une ? J'avais 2 questions, sans tomber dans le café du commerce. Ça marche ? Oui. Très bien, très bien. Je voulais savoir si la dynamique qui se crée autour de Mélenchon ne risque pas d'avoir pour effet de rehausser le vote Fillon, dont on parle assez peu. Hein. Et 2, je voulais savoir si l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une troisième force macronienne ne risque pas très vite, le désenchantement apparaissant pour toutes sortes de raisons, notamment économiques, et bien de renforcer les mouvements populistes, qu'ils soient mélenchoniens ou d'extrême droite. Voilà. Bon, on prend les questions dans l'ordre. Fais comme tu veux. La question d'Arnaud sur ouverture-fermeture, oui, bien sûr, et tu es même plus à même de répondre, puisque tu as écrit tout un livre là-dessus, pour justement préciser que, selon toi, le clivage gauche-droite restait pertinent. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de t'avoir interrogé là-dessus en te disant, mais est-ce que justement l'ouverture-fermeture n'est pas aujourd'hui le clivage? Donc oui, on peut dire ceci, on peut dire cela. Il y a évidemment des deux. Et aujourd'hui, ceux qui sont pour un monde ouvert, un monde multipolaire, un monde aux frontières ouvertes, un monde où l'Europe joue son rôle, un monde où les migrations sont possibles, où l'accueil est possible, sont évidemment en contradiction absolue avec ceux qui pensent que la fermeture est la clé de notre succès futur. Et d'ailleurs, c'est un des paradoxes, pour rester sur Mélenchon un instant, c'est que Mélenchon tient un discours qui est de ceci et de cela. C'est-à-dire, il a l'apparence de l'internationalisme prolétarien d'hier, mais de la fermeture nationaliste à la mode. Donc, là aussi, l'ambiguïté, elle est partout. D'ailleurs, ça fait écho à la question que vous posiez là-bas tout à l'heure sur, en effet, le clivage gauche-droite et ouverture-fermeture, où on peut répondre la même chose, sauf que chez Donald Trump, c'était pas ça. J'ai eu l'impression que oui, fermeture, bien sûr, avec le refus, avec le mur du Mexique, avec les décrets pris contre les immigrés, etc. Mais c'était vouloir être le porte-voix de ceux qui, c'est d'ailleurs un des paradoxes et la supercherie ultime de Trump, c'est qu'il s'est voulu, et il a été élu par les plus pauvres, et pour faire une politique pour les plus riches. Et d'ailleurs, dont son gouvernement porte incroyablement la marque, puisque jamais un tel niveau d'argent et de niveau de capacité financière s'est retrouvé au cœur du pouvoir américain. Et donc, il a donné l'illusion aux plus pauvres de prendre leur défense. Donc, au contraire, dans l'idée progressisme populaire contre internationalisme des élites. Et il y a bien sûr toute l'idée justement des élites et du peuple qui là traînent en France et en Europe depuis Maastricht, je dirais, depuis le référendum de Maastricht 2002, depuis 2005, qui a, je crois, été quelque chose qui a été ressenti profondément par les populations, comme étant le refus par un peuple d'un traité que finalement on a fait accepter par voie parlementaire. Et je pense que tous ces signaux qui ont combiné, en effet, le populisme, le refus des frontières ouvertes et en même temps l'ignorance de ces courants-là a été totalement préjudiciable et donne un peu l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sur la dynamique Mélenchon, est-ce qu'elle pourrait... c'était quoi cette dynamique Mélenchon? Est-ce que ça peut bénéficier à Fillon? Oui, aujourd'hui, on est dans un
trou noir absolu, puisque les sondages qui d'habitude nous servent de boussole sont un peu hésitants, même s'ils persistent à dire que Macron-Le Pen tiennent la corde et que Fillon-Mélenchon auront du mal à remonter. Je n'en sais strictement rien. Je pense que la remontée de Mélenchon, oui, ça peut réactiver un côté, en effet, gauche-droite, avec un sursaut, ce que Fillon appelle l'électorat caché. Est-ce qu'il y a un vote caché des électeurs de Fillon? Moi, je dirais plutôt un vote d'isoloir, c'est-à-dire au moment d'être dans l'isoloir, se dire finalement, c'est ce programme-là que je préfère, c'est cette carrure-là que je préfère, et il y a beaucoup de gens qui ont déserté le camp Fillon. Je ne crois pas du tout au fait qu'ils n'osent plus le dire, d'abord parce que dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui, elles se font sur Internet, donc il n'y a plus du tout cet embarras et cette timidité à dire qu'on voterait pour Fillon alors que ce ne serait pas bien vu, mais je pense que dans l'isoloir, est-ce qu'il peut y avoir sur 3 points? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 3 points. Si l'un baisse de 3 points, Macron par exemple, et que Fillon monte de 3 points, ils sont exactement à égalité. Donc est-ce que ça peut jouer sur 3 points de l'électorat? Ça me semble quand même beaucoup pour un vote d'isoloir de dernière minute. Mais alors là, je m'en remets à des analystes beaucoup plus précis de l'opinion qui dissèquent les sondages tous les jours et qui nous diraient si on est vraiment dans la marge d'erreur ou au-delà de la marge d'erreur. La troisième force macronienne, est-ce que ça peut amener au populisme? Tout peut amener au populisme. Et l'inquiétude, c'est pas tellement... l'inquiétude, au fond, viendra de l'action qui sera entreprise par le prochain quinquennat. Si Marine Le Pen ne gagne pas cette fois-ci, moi, j'ai une grande crainte qu'on dise on a échappé au pire et qu'ensuite on retourne business as usual. Et qu'à ce moment-là, en 2022, on n'y échappera pas, parce que les gens auront le sentiment la droite a raté, la gauche a raté, le centre, si c'est le centre demain, a raté. Donc je crois que c'est dans l'inaction et dans si tout le monde reste un peu sur l'impression qu'on a échappé au pire et qu'on peut gérer la situation de la France à la petite semaine en se disant voilà, on a évité la catastrophe. À ce moment-là, on est sûr que la catastrophe sera demain. Sinon, Marine Le Pen, du moins sa nièce, qui a encore 40 ans, pourrait devenir présidente de la République, ce qui donne quand même la mesure de l'immensité du désastre qui peut nous attendre. Donc oui, la troisième force, ça peut amener le populisme, mais pas sûr. Si la troisième force avait une chance de réussir, on ne demanderait que ça. C'est dans l'action et dans les résultats et le véritable effort de changement que se décidera si oui ou non les gens sont convaincus par un nouveau quinquennat ou pas. À toi. Je prolonge. Oui, prolonge. Non, je prolonge d'abord trois petites remarques. D'abord, je prolonge sur un point ce que disait Anne de Trump, le candidat des pauvres qui fait la politique des riches. Il y a un point qui est un peu l'équivalent de l'article 62 de Mélenchon dans le programme de Marine Le Pen, qui est passé totalement inaperçu, mais qui vient complètement étayer ce que disait Anne de Trump. Quand on regarde ce que Marine Le Pen propose de réforme des droits de succession et notamment de donation, elle propose un système dans lequel chaque parent pouvant donner à chacun de ses enfants tous les 5 ans 100 000 euros, ça veut dire, si on fait un calcul assez simple, qu'un couple qui a 3 enfants, qui a 35 ans et qui a 6 millions d'euros, ce qui commence à être un patrimoine, peut transmettre la totalité de ce patrimoine à ses enfants sans payer 1 euro d'impôt. Deuxième remarque, sur où on en est. Et enfin, c'est une manière de répondre à... Enfin, je viendrai après à la question est-ce que la progression de Mélenchon peut être positive pour Fillon? L'opinion, cette campagne bizarre, mais cette campagne a eu lieu. Et elle a produit des effets, c'est-à-dire que les Français se sont forgés une opinion sur les personnalités, sur les visions de la société des différents candidats. Ils peuvent très bien dire qui est plus européen, moins européen, plus libéral. En revanche, ça l'a moins fait, ce qu'on a déjà évoqué, sur les thématiques et sur les programmes. Donc l'opinion s'est formée. Et
l'opinion s'est formée dans le sens que Anne a évoqué, qu'indiquent les sondages, c'est-à-dire qu'il y a 2 candidats qui sont devant. Mais on est dans un état de la démocratie dans lequel ça ne cristallise, on dit la cristallisation, ça ne cristallise plus. Ça cristallise le jour du vote, et le jour du vote seulement. Et ce que l'on voit de plus en plus dans toutes les démocraties, c'est que les 15 derniers jours, la dernière semaine, voient des mouvements qui sont des mouvements très importants et qui parfois font la bascule. C'est ce qu'on a vu, on recevait John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, il y a 10 jours ici. Il dit, c'est la dernière semaine, l'ouverture par le FBI de la campagne sur les emails d'Hillary Clinton, qui a fait basculer une partie de l'électorat. C'est aussi ce qui s'était passé en 2002, avec aussi une cristallisation la dernière semaine et une poussée de Jean-Marie Le Pen, notamment à travers les images de la télévision de ce fameux papivoise qui avait été molesté. Donc, il y a cette démocratie qui est dans un état plus gazeux, et quand on regarde aujourd'hui ce que sont les rapports de force, dans un sondage, ce que vous voyez, le chiffre qui vous est donné, c'est le point moyen. Mais sans rentrer dans la technique, ça se fait au milieu d'une fourchette. C'est-à-dire quand un candidat a 20, pour l'Institut de sondage lui-même, ça veut dire que ça se situe en gros 2 points en plus ou 2 points en moins. Ça peut être en fonction du score et en fonction de l'échantillon, un peu plus ou un peu moins. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la fourchette basse des uns, la fourchette haute des autres, à peu près tous les scénarios sont possibles. Donc aujourd'hui, avant même ces 10 derniers jours, tout est possible et rien n'est acquis. Il y en a pour lesquels la situation est meilleure. Marine Le Pen, parce qu'elle est plus haute et parce que son électorat est plus certain de son choix, a plus de chances d'être qualifié, mais tous les scénarios sont encore possibles. Et c'est un élément qui va beaucoup guider les électeurs jusqu'au dernier moment. Et donc moi, de la progression de Jean-Luc Mélenchon, je tire exactement la conclusion inverse. Je pense que c'est désastreux pour François Fillon. Pourquoi ? Parce que l'enjeu stratégique pour François Fillon aujourd'hui, c'est d'abord de récupérer 1, 2, 3 points de ces électeurs qui sont partis chez Emmanuel Macron. Parce que ces électeurs-là, ils comptent double. 1 point en moins pour Macron, 1 point en plus pour lui. Or, un électeur qui aujourd'hui, électeur de droite, qui va chez Fillon, quand il voit Jean-Luc Mélenchon progresser, ce qu'il redoute le plus, et d'une certaine manière, la une du Figaro d'hier le conforte dans le danger, c'est de se retrouver dans un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et donc, je pense qu'il se dit, bon, Emmanuel Macron, c'est peut-être pas exactement ce que je souhaite, mais quand même par rapport à un second tour, Mélenchon, Le Pen, c'est très bien. Donc je pense que ça a été une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron que cette progression de Mélenchon. Je termine par la question plus difficile encore des clivages, ouverture, fermeture, gauche et droite. On a vécu pendant longtemps, et notamment au moment de l'élection de François Mitterrand, une situation dans laquelle il y avait un clivage central qui structurait toute la vie publique, dont une immense majorité des Français se reconnaissaient et qui structurait toutes les questions. Toutes les questions de politique publique étaient lues à l'aune du clivage gauche-droite. Cette situation-là, qui n'est pas pour moi un âge d'or, parce qu'il y avait aussi ces excès et ces caricatures, a disparu et elle ne reviendra pas. Et donc on a aujourd'hui une déstructuration des clivages et plusieurs clivages qui s'entremêlent, dont le clivage ouverture-fermeture et la question européenne notamment qui vient traverser la gauche et qui vient traverser la droite. La question, c'est de savoir quel est le clivage qui domine parmi ces différents clivages et qui structure une élection et qui structure le débat public, avec évidemment le risque, si c'est un clivage ouverture-fermeture ou peuple-élite qui en gros peuvent se recouper, d'être dans une situation dans laquelle la seule alternance possible, ça rejoint aussi votre question, la seule alternance possible devient Marine Le Pen et les populistes. C'est ce en quoi je pense je plaidais, non pas par nostalgie, non pas en ayant une vision statique de ce qu'était le clivage gauche-droite, mais d'un clivage gauche-droite qui était repensé, revisité, était pour la démocratie un meilleur clivage. Je vous propose de prendre, il est 20h, si Anne en est d'accord, une dernière série de questions, et puis si certains d'entre vous veulent faire signer le livre, Anne dédicacera.
Vas-y. Bonjour. Excusez-moi, juste comme je crois que vous êtes nombreux encore, si vous essayez juste d'être bref pour qu'il y ait le moins de frustration possible. Non, c'est une question et en même temps une réaction par rapport aux informations des sondages depuis 1 an, 2 ans qui nous expliquent que le Front National serait au second tour. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les journalistes ne disent pas clairement que si le Front National prenait le pouvoir, on assisterait à une instauration d'un régime d'exception, d'une dictature, comme on a eu dans le modèle portugais avec Salazar et Caetano, le modèle de Franco en Espagne et le modèle Pinochet au Chili et en Afrique du Sud avec l'apartheid. Voilà. Alors, au fond, je vous ai vu. Merci. Par rapport à Marine Le Pen, qui est certes... Oui, bonsoir. Par rapport à Marine Le Pen, qui est certes très intelligente, mais en plus elle n'est pas pulsionnelle comme son père, pourquoi cette déclaration sur la responsabilité de la France? Est-ce que c'est la première fois où elle devient pulsionnelle dans le sens psychanalyse de cuisine, ou est-ce qu'il y a un réservoir des votes qu'elle vise de manière froide, mais où l'extrême droite de l'extrême droite, chez Fillon, je comprends rien. Merci. Alors, au deuxième rang, le monsieur qui est là. Ah, allez-y. Mais... Merci. Vraiment court. Vraiment court. L'abstention dans vos calculs et vos évaluations. Monsieur. Le seul personnage important qui n'a pas été cité, si je ne me trompe pas, c'est Valls. Pour moi, Valls, c'est le problème qui a couvert complètement Hollande, parce que c'est lui qui a pris toutes les responsabilités. Hollande est presque disparu. Et à ce point-là, il y a eu le tournant qui a endommagé Hollande presque autant que la manière dans laquelle il s'est positionné vis-à-vis de l'Allemagne. Alors, Valls, en plus, maintenant a pris Macron, donc il a été impossible la réunification du Parti socialiste, qui est en grave difficulté parce que Macron n'est pas du tout socialiste, n'a rien à faire. Alors, comment ça se fait que Valls, vous l'avez si peu cité? C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est parce que je ne l'ai pas interrogé dessus, parce qu'il est très présent dans le livre aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question de l'autre côté? Et après, Anne va répondre à toutes les questions. Alors, je vais avoir 2 petites questions. Donc, la première, tout à l'heure, vous avez parlé de la déstructuration des clivages. Donc, moi, la question serait de savoir, est-ce qu'on n'assiste pas là au signe avant-coureur de la fin de la Ve République? Première question. La seconde, ce serait avec les 2 gauches irréconciliables qu'on a aujourd'hui, donc avec Manuel Valls d'un côté, Hamon de l'autre, est-ce qu'on n'assiste pas également là à la fin du PS? Bon, c'est facile. Tu as plein de questions faciles. On va essayer de répondre vite et puis de se les partager. Pourquoi les journalistes ne disent pas que ce serait une dictature si Marine Le Pen prend le pouvoir? Parce que les journalistes ne sont pas aussi définitifs et n'ont pas pris l'habitude en France de faire comme aux États-Unis, de donner leur opinion politique, même quand il s'agit de partis extrêmes. Je pense qu'il y aura un certain nombre de journalistes qui, quand même, entre les 2 tours, donc tardivement quand même, diront que le vote Le Pen est un vote dangereux. Cela dit, il faut être réaliste. C'est pas aujourd'hui les électeurs qui sont décidés à voter Le Pen ne sont pas conscients que ce serait une dictature de type Salazar ou Franco. Et d'ailleurs, on n'en sait rien. Moi, je trouve que Marine Le Pen est beaucoup plus inquiétante par le fond de ce qu'elle pense et par son rejet à la fois de tout ce qui n'est pas le cœur du cœur des Français de souche, comme on dit dans la fachosphère, que le fait de savoir si ce serait une dictature de ceci ou de cela. Je pense que les journalistes sont conscients que Marine Le Pen n'est pas la reproduction de son père.
Ça, c'est vrai, et je le conçois aussi. Son père, il était plus facile de le stigmatiser parce qu'il se situait en dehors de la démocratie. Il avait été condamné par les tribunaux plusieurs fois pour antisémitisme et racisme. Marine Le Pen, si elle est condamnée, là, ce serait pour des problèmes d'emploi fictif au Parlement européen. Donc, c'est pas de même nature. C'est-à-dire que Le Pen était franchement, ouvertement transgressif par rapport à la démocratie, ce que Marine Le Pen, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle se situe en marge de la démocratie de manière évidente. Il est évident que le Front National gagnant l'élection à la présidentielle, je ne sais pas ce qui se passerait aux législatives, ce serait évidemment un bouleversement considérable et une catastrophe phénoménale pour la France et les Français. Mais pour l'instant, agiter le spectre d'une dictature, ça ne mènera pas nulle part, parce que les Français, il ne suffit pas de leur dire attention, danger, pour qu'ils resserrent les rangs. Deuxième chose, pourquoi d'ailleurs Marine Le Pen, pour rester sur ce sujet, a fait cette déclaration sur le Veldiv? Je dois dire que je suis restée perplexe, parce que les gens qui pensaient... pardon ? Moi aussi. Oui, les gens qui pensaient ça, elle les avait déjà. Donc pourquoi a-t-elle dit je pense qu'elle ne sait pas, elle n'a pas eu le réflexe de se dire que tout sujet de ce type était interdit à elle, ne serait-ce qu'à cause de son père. Donc c'est un sujet qui était profondément miné pour elle, et je ne comprends pas que en matière de survie, elle n'ait pas décidé de répondre différemment ou de négliger la question. Parce que vouloir dire, je dis comme le général de Gaulle ou Henri Guénaud, etc., c'est oublier complètement et le nom qu'elle porte et l'histoire qui est celle du Front National, qui est profondément l'héritier politique des régimes d'extrême droite et surtout de Vichy. Donc je dois dire que je n'ai pas compris. D'ailleurs, elle essaye depuis de faire tout ce qu'elle peut pour essayer de se rattraper de ce qui est un faux pas, encore que c'est pas un faux pas vis-à-vis de son électorat, parce que son électorat était déjà d'accord avec ça. Sur l'abstention, je vais te laisser répondre, parce que c'est une analyse plus fine des sondages que je ne serais capable de faire. Sur Manuel Valls, Valls aurait endommagé Hollande. Je trouve que Valls, il a pris largement pour son compte. Et Valls, il a eu, disons, l'élégance ou l'impression de monter au feu pour un patron qui ne l'avait pas toujours. Je pense par exemple à la déchéance de nationalité. Hollande l'a annoncé dans son discours du Congrès après les attentats de novembre, et puis il n'en a plus jamais reparlé. Valls est celui qui est monté au créneau, qui est monté au front, et d'ailleurs il n'était pas obligé de le faire, et quand je lui ai d'ailleurs posé la question mais pourquoi le fais-tu, parce que c'était pas forcément ni ton rôle ni surtout ce que tu pensais, il a dit parce que j'étais obligé de le faire parce que le président ne le faisait pas lui-même. Donc il a eu le sentiment en soldat de dire il faut que je monte au front, ce qui est peut-être généreux et correspondait peut-être à ce qu'il souhaitait dire, mais aussi qui est un peu conforme à la façon dont il réagit quelquefois plus par impulsion que par calcul stratégique. Je pense, parce qu'on pourrait parler là, en effet, de sa prise de position en faveur de Macron, qui a déstabilisé beaucoup de gens au Parti socialiste et dans l'électorat socialiste. Pourquoi l'a-t-il fait? À la fois, je pense, par une vraie inquiétude de se dire votons utile pour éviter Marine Le Pen au deuxième tour, par réflexe aussi qu'on peut comprendre de dire je ne vais pas soutenir celui qui n'a pas cessé tout au long du quinquennat de voter, de déposer des motions de censure ou de voter contre le gouvernement et contre la politique que nous avons faite. Et puis il y avait aussi une analyse stratégique dont je ne sais pas si elle est pertinente, qui est de dire
Macron, s'il gagne, il aura besoin d'une frange de socialistes réformistes que je peux incarner. Donc là, je ne saurais dire si c'est une stratégie payante ou pas. Je ne suis pas sûre qu'elle le soit, mais ça correspond assez à son tempérament, qui est de partir au feu, j'allais dire, de réfléchir après, mais ce ne serait pas gentil, donc je ne le dis pas. Sur la Ve République, oui, on a répondu tout à l'heure avec la question de Lincoln Salal sur, en effet, les changements profonds qui se passaient dans les institutions et dans le système de parti de la Ve République. Les deux gauches irréconciliables, c'est clair. Je crois est-ce que le pronostic de Valls était un pronostic, comment dirais-je, qui créait lui-même la situation? En tout cas, le fait est aujourd'hui que les deux gauches irréconciliables sont là et bien là, que d'ailleurs on pourrait dire ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, la même chose d'ailleurs à droite, et que c'est ça qui fait l'éclatement général d'aujourd'hui. Réponds-toi sur l'abstention, peut-être, pour qu'on réponde assez vite et qu'on libère un peu tout le monde, parce que il fait tard. Alors, je commence juste vraiment d'un mot sur pourquoi Vichy. Je ne sais pas, mais trop souvent, on prête aux responsables politiques des capacités stratégiques qu'ils n'ont pas. Et il y a des déclarations qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas maîtrisées. Et franchement, en réfléchissant, je ne vois pas pour quelle raison Marine Le Pen, quel est l'intérêt qu'elle avait à faire cette déclaration. Sur l'abstention, alors c'est pas ce qui est le plus facile à calculer, l'abstention dans une élection. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des instituts, la fourchette d'abstention est très large, puisque ça va de 62% à 72% de participation selon les instituts. Donc c'est un écart qui est très important. Mais même si on est à 72%, donc qui est dans l'estimation la plus haute, celle de cette semaine de TNS, ça serait le plus faible taux de participation égal à celui de 2002, et donc 8 points, 10 points derrière une élection présidentielle normale, et il est possible qu'on soit encore en dessous. Avec ce paradoxe que les Français s'intéressent à cette élection présidentielle, lorsqu'on les interroge, est-ce que vous vous intéressez, le pourcentage de Français qui dit « je m'y intéresse » est aussi élevé que dans les campagnes précédentes, mais que les sentiments qu'ils expriment sur cette campagne sont extrêmement négatifs. Et il s'y intéresse, je crois, comme on s'intéresse à une série télévisée, guettant les rebondissements, l'imagination du scénariste, et je dois dire que là, il n'en a pas manqué, mais déplorant la qualité du débat. Et donc, on a ce paradoxe d'un intérêt qui est fort et d'une participation qui peut être faible. On a, quand on regarde de manière plus fine encore l'abstention, quand on interroge sur l'abstention, on demande aux Français, dans une échelle de 0 à 10, 0, vous êtes sûr de ne pas voter, 10, vous êtes sûr de voter, où est-ce que vous vous situez? Les intentions de vote sont bâties à partir des Français qui répondent 10. Et donc, quand vous regardez, non pas l'ensemble des abstentionnistes, mais ceux qui se situent le plus près du vote, qui répondent 9, et qui correspondent à 12%, c'est-à-dire exactement ce qui nous manque par rapport à une élection traditionnelle normale, et que vous regardez comment politiquement ces Français-là se situent, ils se situent davantage à droite qu'à gauche. Et donc il y a dans la mobilisation des abstentionnistes les plus proches du vote un deuxième réservoir après celui des électeurs d'Emmanuel Macron, qui est un réservoir stratégique pour François Fillon. Je termine par un tout dernier mot pour revenir sur la question de Marine Le Pen. Les journalistes, il y a la question de comment les journalistes, mais aussi comment les autres responsables politiques, comment les intellectuels, comment l'ensemble des Français la traitent, et puis il y a le jugement qu'on porte sur le fond. Il y a la question de la démocratie, mais je crois moins la démocratie vue comme une procédure avec ces élections, parce que je ne crois pas que ce soit ça profondément qui soit mis en cause par Marine Le Pen, mais c'est davantage la démocratie comme culture,
avec toutes les valeurs qu'il y a derrière. Et ça, c'est évidemment très profondément en cause parce qu'elle n'a pas la même conception de la démocratie que les républicains. Mais au-delà de ça, je crois peut-être au moins aussi profondément, c'est par rapport à ce qu'est notre pays, dans son rapport aux autres, dans le rapport au monde, dans le rapport à l'Europe, dans le rapport aux étrangers. Et je crois que la rupture fondamentale, elle serait d'abord là. Et le premier danger, il est là. Mais c'est une autre histoire, peut-être une histoire qui commence dans 10 jours après le premier tour. Mais avant le second tour, il y a le premier. Et avant le premier, il y a la fin de cette soirée. Il y a donc Anne qui vous dédicace votre livre si vous le souhaitez. Merci à vous et merci beaucoup à Anne Sinclair. Merci à tous.